Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur TNT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La lutte contre les armes à feu demeure une priorité des autorités. Dans la première encyclique de son pontificat, le pape Léon XIV met en garde contre les risques de l'intelligence artificielle pour l'humanité. Dans votre avis compte, les pays de la Caraïbe, ce sont nos frères ou simplement nos voisins? Vos réactions dans un instant. Et en fin de journal, le savoir y réfléchir de Roland Laouché qui s'intitule « Notre université doit prendre le virage de l'intelligence artificielle ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Ne coupe pas les ficelles quand tu pourrais défaire les nœuds. Santé, le curcuma, déjà apprécié pour ses propriétés gustatives, antioxydantes et anti-inflammatoires, aiderait également à prévenir et traiter le cancer de l'estomac. Il empêche la prolifération des cellules cancéreuses et les mène à s'auto-détruire. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air est dégradée aujourd'hui. Les élèves de plusieurs écoles de Fort-de-France sont confrontés ce jeudi à des perturbations dans les services municipaux en raison d'un mouvement social lancé par des syndicats territoriaux. La municipalité avait appelé les familles à prendre leurs dispositions. À Sainte-Anne, un pêcheur de 78 ans porté disparu en mer a été retrouvé sans vie. Les recherches ont mobilisé les secours maritimes et les autorités locales. La lutte contre les armes à feu demeure une priorité des autorités. Depuis le début de l'année 2026, 14 personnes ont été tuées en Martinique, dont 13 par arme à feu. Le préfet Étienne Desplanques appelle à une mobilisation collective dépassant le seul cadre sécuritaire pour enrayer ce phénomène. C'est le 25 juin prochain que sortira en librairie Chlordécone en Martinique. Il s'agit d'un livre écrit par Pierre Benoît, pédologue et chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique, Malcolm Ferdinand, philosophe politique et ingénieur en environnement chargé de recherche au CNRS, Jeanne Garrick, chercheuse en écotoxicologie, directrice de recherche émérite et chargée de mission santé-environnement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Magali Janoyer, agronome et chercheuse au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. La rédaction de ce livre a été coordonnée par le CPSN, Comité de pilotage scientifique national, dans le cadre de la stratégie chlordécone. L'insecticide, aujourd'hui interdit, utilisé massivement entre 1972 et 1993 dans les bananeraies antillaises, persiste dans les sols, les écosystèmes et la chaîne alimentaire. L'ouvrage, collectif et pluridisciplinaire, dresse donc un état des lieux des connaissances scientifiques les plus récentes. Il analyse les impacts, les enjeux, ainsi que les réponses publiques mises en place pour limiter l'exposition et gérer les risques de cette pollution sur la santé des populations et de l'environnement. Il tire également des leçons pour l'avenir avec l'objectif de promouvoir une approche une seule santé pour répondre aux défis posés par cette crise sanitaire et environnementale sans précédent. L'ouvrage s'adresse aux scientifiques, enseignants, décideurs, professionnels ou membres d'associations désirant acquérir une connaissance approfondie des différentes voies d'exposition à cette contamination généralisée
et intéressé par la recherche de solutions visant à protéger à long terme la santé des populations. Le dossier du détournement de plus de 3 200 000 € de fonds publics au sein de la CTM a connu un nouveau rebondissement judiciaire. L'une des principales prévenues a reconnu les faits, tandis que le dossier d'un autre mis en cause a été renvoyé à janvier 2027 pour des raisons médicales. À Ducos, l'émotion reste vive après le suicide d'un détenu âgé de 25 ans dans sa cellule du centre pénitentiaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. La famille de la victime dénonce ces conditions de détention. La journée nationale de réflexion sur le don d'organes et de reconnaissance aux donneurs se déroule le 22 juin. À l'approche de cette journée, l'Agence de la biomédecine lance un appel simple et essentiel, rappeler à ses proches qu'être donneur d'organes peut sauver des vies. En France, chacun est présumé donneur, sauf s'il a exprimé son refus de son vivant. Toutefois, avant tout prélèvement, les équipes médicales consultent les proches afin de vérifier que le défunt ne s'y était pas opposé. Lorsque la volonté du défunt n'a jamais été exprimée, le doute peut parfois conduire à une opposition au don. En 2025, au niveau national, 1590 personnes ont fait don de leurs organes, permettant 6148 greffes. Malgré cette activité, 23 294 patients étaient toujours en attente d'une greffe au 1er janvier 2026. À travers cette campagne, l'Agence de la biomédecine invite chacun à se poser une question simple: mes proches connaissent-ils ma volonté concernant le don d'organes? La distribution du courrier a repris après une décision de justice le 9 juin dernier, mais la grève des postiers de la CGTM-PTT continue. Le syndicat réclame toujours une réorganisation des horaires du service de nuit. Le gouvernement veut étendre dès la rentrée 2026 l'interdiction du téléphone portable appliquée dans les écoles et les collèges depuis la rentrée 2025 avec des effets positifs déjà reconnus. Cette mesure doit permettre de favoriser la concentration en classe et d'améliorer le climat scolaire et de limiter les risques liés à une exposition excessive aux écrans et aux réseaux sociaux. Certains syndicats et acteurs du monde éducatif ne sont pas favorables à son application aux lycéens qu'ils considèrent plus autonomes et responsables que les collégiens. Je vous le disais en titre, dans la première encyclique de son pontificat, le pape Léon XIV met en garde contre les risques de l'intelligence artificielle pour l'humanité. Une encyclique est une lettre officielle du pape qui, envoyée à tous les évêques, est destinée à orienter la réflexion morale, sociale et théologique. Dans sa première encyclique intitulée Humanité magnifique, le pape Léon XIV déclare que l'intelligence artificielle constitue l'un des grands défis moraux de notre époque. En cause, la concentration croissante du pouvoir technologique et les systèmes qui réduisent les personnes à des données ou à des fonctions économiques au détriment d'une civilisation de l'amour centrée sur la dignité humaine, la solidarité, la vérité, la compassion et le bien commun, alors que la technologie doit être au service de l'humanité. La technologie n'est pas simplement un outil. Lorsqu'elle devient le critère à partir duquel tout est évalué, elle commence à dicter ce qui compte et ce qui peut être écarté, réduisant la création à un objet d'exploitation et les êtres humains à de simples rouages d'un système orienté vers une efficacité toujours plus grande, écrit le pape. L'IA, ajoute-t-il, n'est jamais véritablement neutre. Elle adopte les caractéristiques de ceux qui la conçoivent, la financent, la réglementent et l'utilisent.
À ce titre, elle doit donner lieu à une supervision éthique avec des préoccupations de justice sociale, de protection des travailleurs et le souci d'une gouvernance responsable et de maintien de la paix. Le pape appelle par ailleurs à imposer les contraintes éthiques les plus rigoureuses aux armes développées grâce à l'intelligence artificielle, réaffirmant le principe selon lequel la force armée ne devrait être utilisée qu'en dernier recours dans les cas de légitime défense. Certes, le Vatican n'a pas le pouvoir de réglementer l'IA. Il peut néanmoins contribuer à définir les termes moraux du débat. Ainsi, au XVIIIe siècle, au moment de la révolution industrielle, le Rerum Novarum du pape Léon XIII défendait les droits des travailleurs et soutenait que la richesse implique des responsabilités sociales. Il critiquait à la fois le capitalisme sans limite et le socialisme révolutionnaire. Or, ces écrits ont influencé les débats sur les droits du travail et la justice économique bien au-delà de l'Église. Aujourd'hui, l'encyclique du pape Léon XIV cherche à fournir un cadre moral à une transformation technologique qui redéfinit le travail, le pouvoir et les relations humaines. Elle affirme que les droits humains découlent de la dignité intrinsèque de chaque personne et que la responsabilité morale ne peut être transférée à des systèmes automatisés, aussi sophistiqués soient-ils. Pour Léon XIV, il ne convient pas non plus de chercher à dépasser les limites humaines à travers la technologie, car la vulnérabilité, la dépendance et l'imperfection font partie intégrante de la condition humaine. Le pape estime même que l'humanité s'épanouit non pas malgré ses limites, mais souvent grâce à elles. Pour Léon XIV, l'avenir de l'intelligence artificielle n'est pas qu'une question technique. Il dépendra aussi des limites morales que les sociétés seront prêtes à fixer. L'encyclique du pape Léon XIV est une tentative pour tracer ces limites. À Saint-Pierre, le préfet a dressé un constat préoccupant sur la situation financière de la commune lors d'une réunion du conseil municipal. L'État demande un redressement rapide des comptes afin d'éviter une aggravation des difficultés budgétaires. À Tropicatrium, l'artiste Tracy Théodore présente Le cœur cousu, une première exposition personnelle qui explore les thèmes de l'identité, de la mémoire et de la transmission culturelle martiniquaise. Tropicatrium propose également, dans le cadre de la fête de la musique, Cassidy Divine, le samedi 20 juin à la salle Franz Fanon. L'entrée est libre. Le Venezuela accélère son ouverture aux groupes énergétiques internationaux. Après BP, Repsol et Eni, c'est désormais Shell qui obtient une licence majeure pour exploiter le gaz naturel du pays. L'accord porte sur un champ offshore situé à Laurent, au nord-est, qui recèle environ 200 mètres cubes de gaz répartis sur 7 gisements. Cela représente 4 à 5 ans d'utilisation de gaz pour un pays comme la France. Ces 7 gisements sont pour plusieurs partagés avec Trinité et Tobago. Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large de relance du secteur énergétique, longtemps affaibli. À l'abandon depuis plus de 20 ans, ce site devient ainsi un symbole du retour du Venezuela sur la scène énergétique mondiale. Les autorités espèrent transformer le pays en exportateur de gaz en complément de ses vastes ressources pétrolières. Ce tournant intervient dans un contexte politique inédit depuis l'arrestation de Nicolás Maduro en janvier et l'arrivée au pouvoir de Delcy Rodríguez. Le gouvernement a engagé une politique d'ouverture économique sous pression américaine. Une nouvelle loi sur les hydrocarbures a notamment réduit la part de l'État, facilitant l'arrivée d'investisseurs étrangers. De son côté, Washington a assoupli ses sanctions, permettant aux grandes compagnies de revenir. Shell se présente désormais comme un partenaire clé de la compagnie nationale. Malgré des réserves pétrolières parmi les plus importantes au monde, la production du Venezuela reste fragile, ce qui rend ces accords essentiels pour sa relance.
À l'Assemblée nationale, la proposition de loi visant à autoriser l'exploration des hydrocarbures dans les territoires ultramarins a été rejetée à 10 voix près. Le texte suscitait de nombreux débats dans les territoires de la Caraïbe française. Le collectif de l'INSPE de Martinique dénonce les restrictions prévues concernant l'ouverture des masters métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation du second degré. 886 candidats auraient vu leur demande d'admission rejetée par l'Université des Antilles pour cause d'effectifs insuffisants. Une situation spécifique à l'Université des Antilles, selon le collectif. À Fort-de-France, un policier affecté au commissariat a été placé en détention dans le cadre d'une enquête portant sur des faits présumés de corruption. Les investigations se poursuivent sous l'autorité de la justice afin d'établir les responsabilités éventuelles. Et puis, le programme FEDER FSE+, sur la période 2021-2027, est doté d'une enveloppe proche de 600 millions d'euros de fonds européens. Il s'agit de permettre de répondre en partie aux grands enjeux de la Martinique sur l'urgence démographique, la résilience climatique, les problématiques énergétiques, environnementales et de santé, le soutien à l'innovation et au secteur productif, notamment le tourisme, la montée en compétences des jeunes et des demandeurs d'emploi, la résorption de la précarité, sans oublier les nouveaux domaines d'intervention tels que le logement abordable, la défense et la sécurité. À ce jour, le taux de programmation est de 39,6%, environ 227 millions d'euros. Et le taux de paiement est de 18,5%, environ 111 millions d'euros. Sera-t-il possible de mobiliser les 60% de la somme attribuée en seulement 1 an et demi? Telle est sans doute la question qu'il faut se poser. À Saint-Clus, plusieurs agressions visant des promeneurs ont été signalées sur le parcours de santé. 3 plaintes ont été déposées après des vols de bijoux à l'arraché commis ces dernières semaines. Une enquête est en cours. La morgue du CHU de Martinique demeure sous tension sociale. Les représentants de la CGTM Santé maintiennent leur mobilisation afin d'obtenir des garanties concernant l'organisation du service et les conditions de travail du personnel. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Les pays de la Caraïbe, ce sont nos frères ou simplement nos voisins? Nous vous écoutons. Considérez-vous les habitants des îles voisines comme des frères ou simplement des voisins? Ouais, comme des frères. Ouais. Parce qu'on a quand même une similitude. Nous sommes tous des êtres humains. À partir de là, je vois aucune différence. Non, c'est plus comme des frères, tu vois. Oui, c'est plus comme des frères. Parce qu'on est tout près. Et s'il y a quelque chose, on peut sauver l'autre. C'est des frères. C'est des frères parce que nous tous arrivés, on est tous arrivés du même endroit quoi en fait. Sauf qu'on a été dispersés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mais nous tous ces frères. Considérez-vous les habitants des îles voisines comme des frères ou simplement des voisins? Ouais, des frères, des voisins, frères, plus les frères parce que nous sommes tous les mêmes. Hein. C'est les Noirs des Caribéens qui là, c'est toutes les mêmes. Hein. Plus comme des frères ou des voisins? Pour moi, c'est des frères. Hein. Pourquoi? Mais on est proches. Voilà quoi. Simplement. Ouais, simplement, on est proches, on collabore. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Comme des frères. Seulement, il y a des frères avec lesquels on s'entend très bien, et les autres avec des frères on s'entend moins bien. Mais en tant que
comme je m'entends, j'essaie de m'entendre avec tout homme. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Retrouvons le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Notre université doit prendre le virage de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui comme la révolution technologique majeure du XXIe siècle. Après la mécanisation, l'électrification, l'informatisation puis Internet, elle constitue le moteur d'une nouvelle transformation économique mondiale dont les conséquences seront aussi profondes que celles de la révolution industrielle du XIXe siècle. La Guadeloupe et la Martinique sont bien entendu concernés par cette mutation historique. Or, au cœur de cette problématique se trouve une institution censée préparer les générations futures aux défis du monde de demain, l'Université des Antilles. Pourtant, à observer l'évolution des cursus universitaires proposés depuis plusieurs années, un constat s'impose progressivement qui justifie que deux chercheurs spécialistes de l'intelligence artificielle, Laurent Alexandre et Olivier Babot, avertissent: si l'enseignement supérieur ne se réforme pas, les nouvelles technologies le remplaceront dans la production et la transmission des savoirs. La question devient alors celle de l'adéquation entre l'enseignement supérieur de l'Université des Antilles et les besoins futurs du territoire. La Guadeloupe et la Martinique disposent d'atouts géostratégiques considérables pour devenir un carrefour numérique de la Caraïbe. Leur position entre l'Europe et les Amériques, la qualité de leur réseau de télécommunications et leur appartenance à l'espace juridique européen pourraient leur permettre d'attirer des activités numériques de haut niveau. Mais ces avantages risquent de demeurer théoriques tant qu'ils ne s'accompagneront pas d'investissements massifs dans les infrastructures de données et d'une profonde modernisation des cursus universitaires. Les Antilles françaises connaissent déjà des difficultés structurelles, faible croissance, dépendance aux importations, déficit commercial chronique, vieillissement démographique et départ d'une partie de leur jeunesse qualifiée. Dans ce contexte, manquer le virage de l'intelligence artificielle reviendrait à aggraver des fragilités existantes. L'enjeu dépasse donc largement la seule communauté universitaire. Il concerne l'ensemble du développement économique régional. Certains observateurs considèrent même que la bataille est déjà en grande partie perdue. Non pas parce que les Antilles seraient incapables de réussir leur transition numérique, mais parce que les décisions stratégiques nécessaires auraient dû être engagées depuis plusieurs années. Il va falloir désormais réduire la voilure sur certaines formations qui mènent à des métiers condamnés par l'IA. C'est une réflexion qui a été menée ces dernières années en Chine. La Chine a supprimé 12 200 programmes universitaires entre 2021 et 2025, jugés obsolètes face aux avancées technologiques. En parallèle, 10 200 nouveaux cursus ont été créés, représentant 30% des programmes réajustés pour intégrer l'intelligence artificielle. Les domaines des humanités et de certaines sciences juridiques et comptables, tels que droit, comptabilité, fiscalité, histoire, art, langue et management, sont les plus touchés par ces réformes drastiques. Fin de citation. Tout ce que nous venons de vous lire est tiré de très longs articles que nous a fait parvenir l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Noll. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, la rubrique Santé s'intéresse aux pathologies des reins.
À l'heure où les autorités sanitaires considèrent que le patient doit être acteur de sa santé, une étude réalisée par l'association Renalou sur plus de 1000 patients atteints de pathologie des reins révèle qu'ils sont mal informés par les professionnels de santé et qu'ils ne sont pas suffisamment associés aux décisions médicales les concernant. 1 sur 3 estime ne pas avoir participé au choix de son traitement, 1 sur 2 parmi les patients sous dialyse. Plus d'1 sur 2 déclare avoir été mal informé ou pas informé sur l'éventualité d'être greffé sans passer par la dialyse. Et 1 sur 2 ne sait pas qu'il est possible de faire sa dialyse à domicile alors qu'1 sur 3 souhaiterait essayer. Cette enquête est l'occasion de rappeler qu'en France, seuls 45% des patients dont les reins ne fonctionnent plus bénéficient d'une greffe. Ils sont 55% au Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne et 70% en Norvège. C'est pareil pour les dialyses à domicile, 5% en France contre 20 à 25% chez nos voisins européens. Dans un rapport publié en septembre 2015, la Cour des comptes enfonce aussi le clou en pointant la faible efficacité des stratégies de prévention et de prise en charge des malades, stratégies qui pourraient pourtant stopper l'évolution de la maladie et limiter le recours à la dialyse et à la greffe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Génie Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Jean-Baptiste Adolphe Cassandra, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous et que Dieu garde la Martinique.